Les barrages, le choix de leur implantation puis leur construction soulève toujours des discussions différentes et passionnées. Le désert, il gagne petit à petit du terrain sur les terres fertiles dans le monde. Qui est responsable, l'homme ou la nature? Monseigneur Makarios, le chef historique de l'indépendance chypriote, inhumé aujourd'hui à Nicosie. Tourisme à Paris, en vedette bien entendu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Pigalle. Inattendu mais en bonne position, le Père-Lachaise. Bonsoir. Nosac n'a donc pas été un deuxième Cress-Malville. La manifestation contre le barrage est restée non violente jusqu'au bout, pas un incident, pas une grenade lacrymogène, pas un affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Toutes ces scènes vues à Cress-Malville que beaucoup gardaient en mémoire et qui ont eu leur triste épisode hier et aujourd'hui. Les jugements du tribunal de Bourgoin-Jallieu et les obsèques cet après-midi à Saint-Dié, dans la Drôme, de Vital Michalon, mort au cours de la manifestation la semaine dernière. À Nosac, au contraire, le rassemblement des écologistes et des agriculteurs a été presque une fête. Je dis presque, parce qu'ils se posent eux-mêmes la question, quelle peut être l'efficacité d'une telle marche? Non seulement le barrage a de très grandes chances d'être construit, mais il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait encore d'autres Nosac en France, des barrages qui servent tantôt pour l'énergie électrique, tantôt pour l'irrigation ou même pour la régulation des cours d'eau. Actuellement, il y a 6 barrages en cours de construction à l'EDF, à La Coche en Savoie, à Salignac dans les Alpes de Haute-Provence, à Arquisère en Savoie, à Sainte-Croix-2, à Montézic et à Ifesheim. La destruction d'un site, d'un village, d'un hameau a toujours impressionné, même si les habitants sont conscients de l'effort qu'ils font pour l'intérêt national, même si le terrain, la maison, la ferme ont été vendus à un bon prix, c'est difficile d'accepter de gaieté de cœur l'ensevelissement de son passé. Les barrages, par leur gigantisme, sont gros consommateurs d'hectares et souvent leur destination finale est mal perçue. Pour les barrages hydroélectriques, l'intérêt est évident. La chute d'eau fait tourner une ou plusieurs turbines pour produire de l'électricité. Les populations riveraines du barrage en reçoivent des bénéfices, que ce soit sous forme de courant électrique ou d'une route qui permet de relier 2 rives jadis éloignées. Actuellement, les barrages produisent le quart de l'électricité française contre 8% pour le nucléaire. Pour les barrages de retenue d'eau destinés à réguler le cours de rivière ou de fleuve sur des portions situées souvent très loin du barrage, la réaction de la population, peu concernée par ces résultats, est différente. Si en plus on apprend que cette régulation est faite pour que là-bas, très loin, le fleuve ait assez d'eau pour refroidir les centrales nucléaires construites sur ses rives, cette réaction peut être vive, comme à Nosac. Mais finalement, qu'est-ce qu'on reproche aux barrages en général? Leur influence sur le climat? C'est vrai que l'évaporation peut jouer. Leur influence sur l'environnement? Oui, à Assouan, en Haute-Égypte, par exemple, le gigantesque barrage retient les alluvions qui rendaient fertiles les rives du Nil. Également, on prétend que la masse d'eau retenue derrière le barrage peut fracturer des roches situées en dessous et conduire à des micro-séismes. Mais la peur la plus irraisonnée, c'est la crainte de rupture du barrage. Grand Téton, Malpassé à Fréjus, ces noms de catastrophes ont frappé les imaginations. Sur les fleuves, les barrages au fil de l'eau, comme celui-ci à Gerstheim sur le Rhin, ne conduisent à aucun des dangers habituels des barrages. Le courant du fleuve suffit à faire tourner des groupes avec une très faible dénivellation. C'est le même principe que celui qui est appliqué sur la Rance, où la marée, par son va-et-vient, fait tourner des turbines. Mais pour que ces barrages au fil de l'eau fonctionnent bien, il faut réguler le cours du fleuve, implanter donc là-haut, dans les montagnes, des barrages comme celui de Nosac. Vous le voyez, c'est un cercle sans fin. De l'utilité de certains barrages, même si le choix de leur emplacement provoque des contestations, avec ce qui se passe tous les ans pendant la période d'été sur la Côte d'Azur. Sécheresse, plus milliers, sinon millions de touristes, égale des robinets qui coulent au goutte à goutte ou même qui refusent certains jours de livrer le précieux liquide. Aujourd'hui, cela n'est plus le cas. Mais pour éviter que cela ne se reproduise, depuis des années, avec l'aide des municipalités, un véritable plan d'approvisionnement en eau de la Côte d'Azur a été mis au point. 2 milliards de francs ont été consacrés à la construction du canal de Provence. Et là encore, la construction de retenues d'eau a été nécessaire. Comme chaque année, pour les vacances, la population va tripler, voire décupler presque partout en Provence et sur la Côte d'Azur. Jusqu'à maintenant, cette région a toujours eu la réputation de manquer d'eau, surtout en été. Ce ne sera plus le cas, du moins entre Toulon et Marseille. Les problèmes à résoudre n'ont pas été simples, suivant qu'on se trouvait sur la côte, dans une zone industrielle, à la campagne
ou dans un village perché en haut d'une colline comme la Garde-Freinet qui se trouve juste au-dessus du golfe de Saint-Tropez. Nous nous trouvions devant une situation où on n'avait pas assez d'eau l'été. Il fallait même faire des coupures. C'est une situation classique dans tout le golfe et dans tous les morts. Nous l'avons résolu en construisant nous-mêmes une réserve collinaire, c'est-à-dire un barrage qui emmagasine l'eau d'hiver, qui est abondante et qui représente 135 000 mètres cubes, c'est-à-dire qui résout nos problèmes jusqu'à l'an 2000. Pour le golfe, il faut une solution d'urgence. On se trouve pour l'ensemble du golfe à peu près dans la situation où la Garde-Freinet se trouvait il y a quelques années. Alors maintenant, il y a une nouvelle possibilité du fait de l'arrivée de l'eau du canal de Provence, et on peut très rapidement se brancher sur cette canalisation. Le canal de Provence, c'est simplement l'art de prendre l'eau où elle se trouve et de l'amener là où on en a besoin. On n'a pas hésité à utiliser pour cela les moyens les plus sophistiqués. Malgré tout, l'eau coule du Verdon à travers des galeries ou des canaux jusqu'à la mer, presque naturellement. Par endroits, l'eau est emprisonnée dans des tunnels et permet donc de conserver une certaine pression pour l'utilisateur. Maintenant, on peut irriguer des milliers d'hectares et le réseau de distribution fait environ 3000 km. Sur cette carte, on voit la branche du canal qui amène maintenant l'eau à toute la région de Toulon. Avant utilisation, l'eau est traitée dans une usine ultramoderne et suffira largement aux industries, à l'agriculture côtière, aux citadins de Toulon et des alentours sur 80 km de côte. Sans cet apport, 300 000 personnes risquaient bien, sans compter les touristes, de manquer d'eau cet été. Le cas de Marseille est un peu différent. L'eau de la deuxième ville de France ne dépendait que d'un seul vieux canal venant de la Durance. Une réserve de 3 millions de mètres cubes a d'abord été construite au-dessus de la ville. Mais, pour compléter sa sécurité, des travaux viennent de commencer pour la relier au canal de Provence. Pour arriver à ces résultats, il a fallu que cette région s'organise. Ce que nous avons réalisé en nous associant plusieurs collectivités, une collectivité seule n'aurait pas pu le faire, le Conseil général n'aurait pas pu réaliser ce que nous avons fait, pas plus que la ville de Marseille seule ou le Conseil général du Var tout seul. Je pense que c'est un bel exemple de travaux qui peuvent être réalisés grâce à l'association de plusieurs départements d'une région. De plus en plus, les gens parlent de l'environnement. Eh bien, il n'est pas possible d'avoir un environnement correct en Provence si on n'a pas d'eau. À partir du moment où on a de l'eau, bon, tous les espoirs nous sont permis. Pratiquement plus de problèmes d'approvisionnement en eau donc sur la Côte d'Azur, mais beaucoup d'habitants du sud de la France seraient quand même bien surpris de savoir que le désert les guette. Cela peut faire sourire, mais c'est pourtant très sérieux. Cela résulte d'un rapport d'un très célèbre institut d'études américain à propos de la désertification. Un mot un peu savant, sous lequel se cache un véritable drame. Plus de 50 millions de personnes vivent actuellement sur des terres qui se transforment peu à peu en désert. Dans les pays du Sahel, cela ne paraît pas très surprenant, mais on rencontre aussi le même phénomène en Australie et même aux États-Unis. Ce désert, c'est le Sahel. Depuis 20 ans, il progresse à raison de 5 à 10 km par an. Autour du Sahara, il a gagné des surfaces de terre plus grandes que l'Hexagone. Cette désertification touche actuellement près de 50 millions de personnes dans le monde, et même en France, nous avons notre désertification. Même en France, des phénomènes de ce genre peuvent se produire. Par exemple ? Eh bien, je pense notamment à l'ouest de la France, notamment la Bretagne, où il y a peu d'années, nous avons eu des tragiques inondations, notamment à Morlaix. Or, ceci a été produit sans doute par un excès de pluviosité à un certain moment, par un excès de sécheresse à d'autres. Mais, indépendamment de tout cela, nous pouvons penser qu'un excès dans la campagne de remembrement, la destruction de tous ces milieux intermédiaires, des haies, des talus, des bosquets d'arbres, même de quelques forêts, eh bien, ceci a accentuer les phénomènes, a accentué la sécheresse à certains moments, au contraire à d'autres, au moment où il pleuvait beaucoup, eh bien ces pluies n'étaient plus retenues, par conséquent, là, nous avons une cause évidente des inondations. La progression du désert, cela veut dire que la terre devient vulnérable, que les hommes ont moins à boire, moins à manger, que les plus faibles meurent. Partout où le sable a remplacé les cultures, le processus est le même. On a d'abord vu disparaître les arbres.
soit qu'on les ait arrachés pour récupérer le bois ou bien des terres cultivables, exemple l'arachide au Sénégal, soit qu'on ait laissé les troupeaux de chèvres dévorer les feuilles et les racines. L'accroissement des troupeaux, l'abandon des jachères pour une culture intensive appauvrit le sol, le vent ou la pluie viennent ensuite arracher la terre, le désert a progressé. Est-il alors possible de le faire reculer? C'est évidemment quelque chose qui demande d'abord beaucoup de volonté, ensuite de très gros moyens financiers. Mais à l'heure actuelle, certaines campagnes, notamment dans le nord-ouest de l'Inde, qui a été ravagée par l'homme, qui est un pays aride de toute manière, mais qui a été ravagé par l'homme, il y a à l'heure actuelle des réaménagements possibles, grâce à des pratiques de conservation, grâce à l'introduction de certaines plantes, que sais-je. Et la même chose est en cours actuellement au Sahel. Il ne faudrait évidemment pas qu'on renouvelle les erreurs passées, mais donc nous avons des preuves à l'heure actuelle que par un certain nombre de sages pratiques, eh bien, il est possible, et parfaitement possible, de régénérer un sol. Mais ça coûte très cher. Alors autant le protéger tout de suite. Dans l'avancée du désert, l'homme et la nature se partagent les responsabilités. Il est souvent impossible de lutter ici contre la sécheresse avec ses conséquences tragiques, là contre la pluie. Mais la surexploitation agricole, jointe inévitablement à l'expansion démographique, ce sont des choses que l'on peut maîtriser. Lutter contre le désert, c'est donc aussi un choix politique. Au chapitre de l'énergie nucléaire, à noter encore que la CGC condamne la campagne écologiste contre les centrales et les surgénérateurs. Seule chance pour la France de maintenir une croissance économique raisonnable, dit la CGC. Et puis aussi qu'aux États-Unis, un accident sur un chantier d'une centrale nucléaire s'est produit jeudi dernier. On a appris seulement aujourd'hui que plusieurs ouvriers ont été exposés à des radiations nucléaires. Ces radiations n'ont pas dépassé le seuil critique, disent les responsables de l'usine. L'énergie nucléaire en France, en dehors de la contestation qui a amené la manifestation de Cress-Malville, c'est aussi l'un des sujets de la controverse qui se développe depuis quelques jours entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Non à un référendum sur l'énergie nucléaire, avait répondu Georges Marchais dans notre journal d'Antenne 2 pendant ses vacances en Corse, après une première proposition de François Mitterrand. Dans le journal Le Matin, aujourd'hui, François Mitterrand réitère sa proposition de référendum. Nouvelle réponse de Georges Marchais, demain matin dans l'Humanité. Un éditorial intitulé « Réflexion ». Claude Sérillon, quelles sont les réflexions de Georges Marchais? Oui, le premier paragraphe du texte de Georges Marchais fait état des progrès incontestables réalisés dans la réactualisation du programme commun. Puis vient un rappel des divergences existant entre le Parti communiste et le Parti socialiste et la réaffirmation de la volonté des communistes de participer au gouvernement. Nous le voulons avec force, avec passion, souligne Georges Marchais. Les divergences rappelées sont celles, 1. du calendrier d'application des mesures sociales. Le Parti socialiste, en évoquant les nécessités de la lutte contre l'inflation, utilise le même argument que M. Barre, constate en le regrettant le secrétaire général du Parti communiste français. Seconde divergence, les nationalisations. Et puis, M. Marchais développe plus longuement le chapitre défense nationale. C'est fondamental, assure-t-il, et les bases d'un accord entre les partis de gauche existent bien, mais un référendum est inutile. La consultation démocratique souhaitée par les socialistes, ce sont les élections législatives. On ne peut pas découper son bulletin de vote en petits morceaux. En mars prochain, les Français, s'ils s'affirment en majorité pour le programme commun, c'est aussi cette politique de défense-là qu'ils choisiront. La conclusion de cet éditorial de M. Marchais est également la réaffirmation d'un grand principe. Nous sommes persuadés qu'on ne peut parler de liberté sans employer le langage de la vérité. Voilà pour le contenu de ce texte, intitulé donc « Réflexion ». La forme paraît moins fracassante que les précédentes déclarations de M. Marchais. Il est vrai que la définition possible du mot « réflexion » donnée dans le dictionnaire est « méditation ». Merci Claude Sérillon. 4 milliards d'hommes et de femmes et d'enfants sur la Terre en 1977. C'est là un chiffre effrayant, mais qui paradoxalement inquiète de moins en moins les démographes aujourd'hui. C'est du moins ce qu'ils viennent d'expliquer à haute et intelligible voix au cours d'une grande conférence internationale qui a réuni à Mexico plus de 900 spécialistes de la population. Partout, disent-ils, la tendance est à la baisse. Le taux d'accroissement démographique mondial est tombé de 2 à 1,8%. La grande majorité des pays ont aujourd'hui une politique démographique antinataliste. Ce ralentissement général est dû à deux phénomènes. Celui des nations développées, comme l'Allemagne fédérale, la France et les États-Unis, où le taux de natalité n'est plus suffisant pour assurer le renouvellement de la population, et puis celui des régions sous-développées ou en cours de développement. Là, les populations continuent à s'accroître, mais moins rapidement quand même, comme le montre ce graphique de quelques pays test comme Hong Kong, Singapour, Taïwan, Sri Lanka, la Jamaïque et la Tunisie. Cyrus Vance au Proche-Orient
suite. Il est aujourd'hui en Arabie Saoudite, il sera demain en Israël. J'allais vous dire, en commençant ce journal, son voyage n'est pas loin d'être un échec. Et puis, nous venons d'apprendre à l'instant que les Palestiniens prenaient une position nouvelle vis-à-vis de ce voyage de M. Cyrus Vance au Proche-Orient. Bernard Pradino, vous avez des précisions, je crois. Une dépêche en provenance du Caire indique effectivement que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, serait prête à reconnaître la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU si cette résolution mentionne les droits nationaux du peuple palestinien. Les conséquences sont importantes. C'est une reconnaissance de facto de l'État d'Israël et les Palestiniens pourraient accepter de se rendre à la conférence de Genève sur le Proche-Orient. Et puis je pense qu'aussi vous avez sur une prise d'otage, quelques précisions. Une mutinerie effectivement avec une prise d'otage aux États-Unis dans l'État de New York. Cela se passe à Napanock. 100 à 150 prisonniers d'un pénitencier ont pris 17 otages, 17 personnes en otage, dont 10 gardiens. Mais il semble que les mutins ne soient pas armés pour l'instant et les pourparlers ont déjà commencé. C'est une prison qui est en règle ordinaire surpeuplée. Je vous remercie Bernard Pradino. Je pense qu'Hélène Vida, dans le dernier journal, en fin de soirée, aura des précisions sur cette prise d'otage. La communauté chypriote grecque tout entière était mobilisée aujourd'hui à Chypre pour rendre un dernier hommage à Monseigneur Makarios. Un seul chef d'État étranger était présent, le président de la République grecque. Pour la France, c'est M. Alain Perfit, le garde des Sceaux, qui assistait aux obsèques. Portant chasuble et tiare en or, ces pompes ont accompagné le cercueil de Monseigneur Makarios, placé sur un affût de canon, depuis la cathédrale Saint-Jean de Nicosie, où son corps reposait depuis 6 jours, jusqu'à l'église de l'Annonciation, où les obsèques étaient célébrées. Les quelques 150 000 habitants de Nicosie s'étaient rassemblés le long du parcours qu'empruntait le cortège funèbre. Un cortège plus militaire que religieux, puisque l'armée ouvrait la marche, et qu'on pouvait voir aux côtés des représentants de l'église orthodoxe d'Orient, les commandos qui avaient tenté, il y a 3 ans, de renverser Monseigneur Makarios. Seul un drapeau grec recouvrait le cercueil de l'archevêque, et c'est un colonel grec qui avait réglé la cérémonie. 2 gestes lourds de symboles. Pour les obsèques de celui qu'on appelait le père des Chypriotes grecs, Nicosie espérait accueillir tous les chefs d'État, de Sadat à Castro, qui ont soutenu Monseigneur Makarios. Mais seul était présent le président grec, M. Tatsos. L'incertitude totale qui pèse sur l'avenir de Chypre a sans doute fait réfléchir plus d'un chef d'État étranger. Opération Monarque, c'est le nom de code donné par les Britanniques à toutes les mesures mises en place pour la venue en Irlande du Nord, mercredi et jeudi prochain, de la reine Elisabeth. Une véritable armée, 32 000 policiers et soldats ont été mobilisés pour cette opération. Et ce n'est pas étonnant car il faut bien dire que cette visite a tourné au fil des jours en une véritable épreuve de force entre le gouvernement britannique et l'IRA provisoire, l'armée républicaine irlandaise. À en juger en particulier par ce qui s'est passé ce week-end dernier où plusieurs bombes ont éclaté un peu partout en Irlande du Nord. J'irai en Ulster. Je ne peux pas oublier que j'ai été couronnée reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aurait dit la reine Elisabeth. Elle ne l'oubliera pas, ont répondu les Irlandais extrémistes qui lui préparent une réception extrêmement violente. Manifestations, émeutes, attentats ont éclaté de nouveau à Belfast et Londonderry. L'IRA a mobilisé ses troupes jusqu'aux enfants qui lapident ici les militaires britanniques. Les protestants répliquent avec la même violence. Cercle infernal du terrorisme, 19 bombes ont explosé vendredi à Belfast. Chaque jour maintenant apporte son lot de morts, d'explosions, de rumeurs et de peurs. La reine, le prince Philippe et leurs 2 plus jeunes fils, malgré tous les avis, n'ont pas renoncé à leur visite. L'armée britannique est sur pied de guerre, 32 000 soldats tenteront d'éviter le pire. La série noire continue pour le club méditerranéen. Après le hold-up meurtrier de Corfou, l'attaque des villages de Vittel et de Nicotera, voici maintenant le club de Tignes. Il a été incendié la nuit dernière, incendie d'origine criminelle, disent les enquêteurs, et dégâts très importants.
Affaire Révéli-Beaumont, suite avec cette fois un épisode argentin, l'enlèvement du journaliste qui avait dit la semaine dernière, dans un de ses articles, ils se connaissent tous, la victime, les intermédiaires et les ravisseurs. Et pour l'instant, on n'a toujours aucune trace de ce journaliste. Se soigner. Pendant très longtemps, on a pensé que tous les médicaments pouvaient venir des plantes ou même des animaux. Et si l'on avait bien pensé à la mer, il paraissait bien difficile de transformer les richesses de la mer en de véritables médicaments. Aujourd'hui, et c'est une innovation très intéressante, certains laboratoires pharmaceutiques veulent investir dans le monde marin, un monde qui est d'ores et déjà, paraît-il, très riche. Bon pour la douleur, bon pour la coagulation, bon pour l'accouchement et l'avortement, bon pour la lutte contre les microbes. Dans la mer, vous l'avez compris, il n'y a pas que la morue et son foie pris sous forme d'huile qui soient bons pour la santé. D'autres poissons, mais aussi et surtout des éponges, des anémones de mer, des pieuvres, des coraux, des vers marins, recèlent ou sécrètent des substances intéressantes et utiles. Utiles pour qui? On ne le sait pas encore toujours. Mais les premières observations faites en Australie sur les animaux et végétaux de la Grande Barrière de Corail montrent que les êtres vivants dans les eaux tropicales sont d'une extrême diversité chimique. Et certains de leurs composants peuvent avoir des applications en médecine humaine, en médecine vétérinaire ou encore en agriculture. Alors, l'homme se met à prospecter la mer, à fouiller les récifs, à mieux connaître et étudier cette éblouissante faune marine. Avec toutefois désormais une arrière-pensée, ne serait-ce pas bon pour la santé? En 1974, un institut de recherche dépendant des laboratoires Roche a ouvert ses portes à l'autre bout de la planète dans l'espoir de faire de l'océan la plus grande mine de médicaments du monde. Depuis, d'autres laboratoires, aux États-Unis, au Japon, en Belgique, en France, ont entrepris de s'y mettre aussi. Il y a à cela plusieurs raisons. D'après certaines estimations, les 9/10 de tous les êtres vivants sont dans la mer, et c'est là qu'il y a donc le plus de probabilité de découvrir des molécules nouvelles. Ensuite, le milieu marin offre d'autres possibilités chimiques que le milieu terrestre sur lequel on s'est braqué jusqu'à présent. Enfin, du point de vue de l'évolution, les animaux et les végétaux marins sont très différents des autres, ce qui accroît encore les chances de trouver des substances nouvelles. Alors, les chercheurs se sont mis au travail. Ils ont ramassé, cueilli, observé de jour et de nuit 1001 spécimens des plus esthétiques, mais aussi des plus prometteurs sur le plan thérapeutique. Leur but n'est nullement de collecter des kilos de protéines, mais de recueillir quelques exemplaires, de les analyser sous tous les angles pour avoir de nouvelles idées en pharmacologie. Alors, ils congèlent, ils dessèchent, ils extraient, ils purifient, ils identifient divers composants pour aboutir à ces formules chimiques ingrates, prélude à une nouvelle lignée de médicaments. Tenez par exemple cet amphiprion qui se prélasse sur une anémone de mer. Voilà un bon sujet d'étude pharmacologique. D'abord, l'anémone intéresse les biochimistes, c'est sans doute un bon anticoagulant. Quant au poisson, on cherche à comprendre quelle substance il possède qui le protège et lui permet de vivre là où aucun autre ne s'aventure. Autre objet d'étude, les pieuvres, dont les glandes salivaires contiennent une substance aux effets anesthésiants. Quant aux coraux, quelle mine d'or. Les uns produisent des antibiotiques, les autres des substances anticancéreuses, d'autres encore des substances contre la tension, enfin des tranquillisants. Et la liste est loin d'être close. Maintenant, les recherches s'organisent et s'intensifient. Dans le monde, des millions de dollars sont investis depuis 2 ans pour la pharmacologie marine. Si les espoirs se concrétisent, alors les multinationales pourraient devenir des multi-océanes.
Retour sur Terre maintenant. L'expérience de la voie piétonne à Paris. Malgré une belle pagaille au début de l'expérience, Jacques Chirac a l'intention de développer ce genre de voie. Piéton de Paris, victoire donc. Victoire aussi pour les touristes, toujours plus nombreux dans la capitale. On n'en est pas encore à la situation espagnole où la grande majorité des hôtels et des terrains de camping affichent complet aujourd'hui. Mais une chose est certaine, le tourisme international va battre tous les records en 1977. Que font les étrangers en France ? Ce sera une série de reportages que vous verrez dans ce journal. Le premier de la série est un petit peu particulier et vous allez vite comprendre pourquoi. Tous les touristes ne sont pas des moutons de Panurge. Loin des troupeaux étalés au pied de la Tour Eiffel, certains vont à la recherche des ombres de la France, au Père-Lachaise. Dans les allées pavées et les chemins de gravier, ils vont à la quête d'un passé décomposé, recomposé ici en alignement de marbre. Les écrivains sont regroupés comme des livres dans une bibliothèque et le touriste suit son propre itinéraire comme il choisit ses lectures. Balzac, La Fontaine, Proust, pour qui le temps s'est à jamais perdu. Couchés là, dans leur tombe, les écrivains vivent dans la mémoire d'un passant, anglais ou allemand, parce qu'ils sont aussi couchés sur du papier blanc. Les amoureux, les jeunes mariés, vont en voyage de noces vers un homme et une femme qui, faute d'avoir pu partager un lit, ont fait tombe commune, Héloïse et Abélard. Au Père-Lachaise, l'étranger n'est jamais perdu. Les vieux Parisiens les renseignent, vont même à leur devant pour les guider. Ils arpentent depuis tellement longtemps ces allées qu'ils traitent avec une familiarité amicale ceux qui reposent ici. Oscar, vous le trouverez à la 89e division. Guillaume, à la 86. Oscar pour Oscar Wilde. Guillaume pour Apollinaire. Musique, peinture, politique, ils sont tous réunis ici, tout au long des chemins. Mais en les parcourant, une strophe de Musset, un refrain d'Édith Piaf, remonte à la mémoire. Le Père-Lachaise, un musée où les tombes rencontrent la culture vivante, celle qu'on emporte avec soi, enfouie dans ses souvenirs. Une tombe très entourée, celle du mage Allan Kardec, mort il y a plus d'un demi-siècle et dont les fervents croient encore au pouvoir miraculeux. Et puis, cheveux longs et jeans délavés, des touristes particuliers. Ils viennent souvent de loin, États-Unis et Angleterre, pour une tombe récente, qui n'est pas indiquée dans les guides, celle de Jim Morrison, l'idole de la pop musique. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. En 1971, la porte s'est refermée sur le chanteur des Doors, dans un hôtel à Paris, pour avoir tenté d'ouvrir trop de portes, avec pour clé une seringue. Le Père-Lachaise, ses ombres, son labyrinthe, une journée différente, une journée de recueillement pour les touristes, devant ceux qui sont partis pour de très longues vacances. Pour compléter ce journal, la météo maintenant. Mardi, les nuages deviendront plus abondants de l'ouest de la Bretagne au bassin aquitain, avec quelques pluies quand même. Sur les autres régions, après la dissipation des brumes matinales, le temps sera ensoleillé avec des passages nuageux. Les températures seront en légère hausse. C'est Hélène Vida qui, à 23h pile, vous présentera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. Je vous retrouverai demain avec plaisir et je vous souhaite une très belle soirée.